Bienvenue dans le 56cast numéro 114. Cette semaine, deuxième émission de la saison. Je suis avec Erwan Cario. Bonjour Erwan, mon cher collègue de Libération. Et Sofian Fanen des Jours. Bonjour Sofian, ça faisait longtemps. On va parler de quoi avec toi? On va parler de musique numérique. C'est étonnant. Parce que t'as fait un truc de dingue. T'as sorti un livre. Je suis désolée, les gens qui disent que à chaque fois vous allez devoir acheter de nouveaux livres parce qu'ils ont l'air passionnants, parce qu'on en parle dans l'émission. Vous avez qu'à pas l'acheter, on vous dira juste qu'il est passionnant et que vous loupez un truc de dingue, c'est tout. Mais si, il faut l'acheter. Arrête. C'est la bibliothèque aussi. Boulevard du stream. Boulevard du stream. Il est à la bibliothèque. Ils sont pas dans toutes les meilleures bibliothèques aussi. Mais oui, aussi, ils on peut l'emprunter à la On peut bibliothèque. le pirater. Mais le mieux, c'est quand même de l'acheter et de l'offrir aussi à ses parents, en MP3 à ses et se le frères. partager C'est bientôt en- On Noël peut aussi en le pirater peer-to-peer. sur Pirate Bay, je pense. Et quelque part, ça serait logique. Quelques mots sur le numéro 114 pour commencer. 114, dans la vraie vie, c'est un numéro d'urgence. Alors dans plusieurs pays, c'est l'équivalent du 112 ou du 12 ou du 15 ou un truc comme ça. Et en France, en fait, c'est un numéro d'urgence pour les personnes qui ont du mal à parler et à entendre, qui fonctionne que par fax et par SMS. Alors par fax, je sais pas trop comment ça se passe, mais par SMS, on envoie un SMS au 114 en disant ouais, j'ai un problème, quelqu'un vient de faire un malaise devant moi. On reçoit un message automatique qui dit nous avons bien reçu votre message et on vous répond bientôt. Et ensuite, c'est pris en charge par des vraies personnes, à la fois malentendantes et entendantes, qui lisent ce qui est marqué dedans, qui comprennent si c'est un message adressé à la police, au SAMU, aux pompiers ou à la gendarmerie, et qui transfèrent et ensuite qui font l'intermédiaire entre les deux, qui demandent les informations sur le truc d'urgence, qui prennent la réponse de la police et Mais on écrivent en et tout apprend ça. tous les jours dans le Mais- 56cast. Voilà. Le 114. 114. Mais surtout. Le 114, ça parlera aux fans de Kubrick. Parce que Kubrick aime bien, vous savez, mettre des codes secrets, des symboles dans ses films et tout ça, qui se répondent les uns les autres et des trucs cachés. Si ça prend la tête, ça lui plaît. Et il a un CRM. Salut. Ouais. Sniff. Dans Docteur Folamour, il y a un CRM 114 discriminator. En fait, c'est un récepteur radio qui permet, en gros, de filtrer les communications en ne laissant passer que celles qui commencent par 3 lettres d'un code prédéfini. Comme ça, ça évite les fausses communications qui auraient été envoyées par l'ennemi. Et alors, je sais plus parce que j'ai pas regardé le film avant de venir et j'ai pas réussi à trouver l'explication claire. Mais je crois qu'à un moment, justement, la destruction du CRM 114 discriminator mène à une mauvaise réception ou compréhension d'un message par des gars qui sont dans un avion et qui fait qu'ils lâchent la bombe au lieu de ne pas la lâcher. La bombe. Donc c'est super important. Et CRM 114, il l'a mis dans un autre film avec une petite nuance, il l'a mis dans Orange Mécanique, c'est un sérum qu'on injecte à Alex, le personnage principal, et qui s'appelle Sérum 114. CRM, sérum. Et après, ça a été repris dans pas mal de trucs de geek. Dans Star Trek, c'est une arme. Dans un épisode de Heroes, c'est le code catalogue d'une épée. Dans Retour vers le futur, le tout début du film, Marty McFly allume un ampli géant pour sa guitare et active des tas de boutons. Bah oui, Pendant bien que le sûr. générique s'affiche. Et le tout premier bouton qui bascule, je crois que c'est le tout premier, en dessous il y a une petite étiquette CRM 114. Le truc, on le voit une demi-seconde, il faut faire de l'image par image pour le voir, mais des gens l'ont repéré. Ce qui est formidable avec les Voilà. clins d'œil dans la culture pop, c'est que tu peux mettre un truc qui dure une image, Ça va être ça va être trouvé à un moment. Mais au bout de 25 Ouais, ans, peut-être. voilà, hein, c'est génial. ça. Il y a Voilà. tellement de choses qu'on n'a pas encore vues. Ça se trouve qu'on va découvrir. Allez, quartier libre. Mon cher Sofian Fanen des Jours, tu as donc écrit un livre qui s'appelle Boulevard du Stream, du MP3 à 10h, la musique libérée. Donc déjà, je trouve qu'il y a un peu un parti pris, parce que toi, tu estimes que le MP3, c'est une bonne chose, alors que tout le monde sait que ça a tué l'industrie musicale et que maintenant, les artistes sont dans le caniveau. C'est vrai. Je suis désolé. T'assumes? J'assume complètement. Ouais, non, pour le coup, le MP3, moi je suis super pro MP3, même en termes c'est une révolution, le MP3 complètement dingue, et c'était aussi l'occasion dans le bouquin de le dire et de le clamer, de le crier. Et d'ailleurs, il y a un autre bouquin, bon, faut acheter le mien avant, bien sûr, hein. Et si à un moment il vous reste un petit peu d'argent, il y a un bouquin de Jonathan Stern qui est le livre sur le MP3 qui va s'appeler MP3 l'histoire d'un format. Qui est le livre, c'est assez technique et tout ça, mais c'est passionnant. Et moi, ce que je voulais raconter, c'est à quel point le MP3, déjà, c'est l'aboutissement de 80 ans, 70 ans de technologie, de recherche, genre de grosses recherches qui fait un peu mal à la tête, pour aboutir
à ce format MP3 qui, tout d'un coup, libère la musique et qui a été une révolution avec ses limites, quoi. C'est un format, c'est la première fois où on passe d'un format qui dégrade. C'est-à-dire qu'on a eu le vinyle, le CD qui était mieux, et après on a le MP3 qui dégrade la musique. Bon là on est reparti vers quelque chose où on a mieux avec le FLAC, machin, le HD, mais ça a été une libération, il fallait ça, et dans ce petit programme complètement dingue, il y avait tellement de technologies qu'on s'en est pas forcément aperçu parce qu'on s'est beaucoup concentré sur oui ça abîme le son, c'est pas bien, et puis en plus c'est pas bien pour les artistes, etc. Mais en fait c'est juste une libération complètement dingue, et sans ce MP3 là, jamais aussi l'économie de la musique, le monde de la musique n'aurait bougé d'un centimètre, quoi. Il leur fallait ça pour changer. C'est ce que je raconte dans le livre, c'est qu'à aucun moment l'industrie de la musique n'a bougé d'elle-même. Même avec le streaming, elle n'a pas bougé d'elle-même. La première chose qu'elle a fait, c'est dire non, jamais, va. Et après ça, se sont rendus compte que quand même c'était cool et que s'ils voulaient gagner de l'argent, il fallait y aller. On rappelle, juste le MP3, c'est le format de compression, c'est ce que tu disais, ça a réduit énormément la taille des fichiers de données, et c'est allié avec le début de l'essor d'Internet, c'est-à-dire que là où c'est important, c'est que ça a permis à la musique de circuler sur Internet. C'est vraiment ce qui était impossible avant. J'ai une question qui va encore plus avant que toi. Tu as juste dit 70 ans de recherche, on a cherché quoi exactement? En fait, c'est... alors, je n'ai pas raconté de fond en comble de trucs parce que j'avais pas piqué les informations d'autres personnes. Mais en gros, c'est aux États-Unis, en Allemagne, à partir des années 30-40, on fait des recherches sur la psychoacoustique, c'est-à-dire la façon dont notre oreille entend et dont notre cerveau interprète ce que notre oreille entend. On a des oreilles qui sont ce qu'elles sont, qui ne sont pas les oreilles d'un chat, d'un chien, d'un dauphin ou d'un iguane, je ne sais pas. Et on entend certaines choses, et pas tout. Et notamment, on n'entend pas des fréquences hautes. On entend moins bien que les chiens, on n'entend pas les ultrasons, on n'entend pas tout ça, c'est pas un scoop. Et du coup, tout ça, on peut l'enlever du fichier musical. Également, ils se sont aperçus que s'il y a deux sons qui se chevauchent, il y a un son qu'on ne va pas entendre. Si quelqu'un vous parle pendant qu'un avion passe, vous entendez l'avion et pas la voix de quelqu'un. Donc du coup, on peut enlever tout ça. Et de la même façon, il y a plein de petits trucs comme ça. S'il y a un gros coup de cymbale, par exemple, ils se sont aussi aperçus. Alors ça, c'est vraiment super bizarre. On n'entend pas non plus la milliseconde qui est avant le coup de cymbale. Il y a une sorte de truc bizarre. En fait, notre cerveau switch. Enfin, donc voilà, tout ça est assez complexe. Mais ça a commencé dans les années 40, 50, 60, etc. Et c'est à partir des années 80 où on commence à appliquer ces recherches-là à la compression du son et on commence à se dire, tiens, on va utiliser ce savoir-là pour faire circuler de la musique sur la bande passante de l'époque qui était quand même très réduite, en se disant, tiens, on va pouvoir comme ça. Alors, à la base, c'était pour la radio numérique. Les premières recherches travaillaient sur la radio numérique. Et à un moment, quand il a été question de compresser la vidéo, en fait, le début, c'est la vidéo. Il voulait qu'un film puisse tenir sur un CD. Et du coup, à partir du moment où il s'attaquait à la compression de la vidéo, il fallait qu'il s'attaque aussi à la compression du son. Et là, il y a eu un concours international qui a été dirigé par l'ISO, donc la grande institution internationale de normalisation qui est représentée par l'AFNOR en France. C'est pas un truc de hacker dans un garage. C'est ça qui est assez surprenant aussi, c'est que il y a tout un. Déjà, je pense que beaucoup de gens, et même au sein du monde de la musique, pensent que le MP3 a été inventé par des hackers avec des cagoules dans un garage et ceux qui tapent comme ça de façon super mesquine. En fait, non, c'est des chercheurs dans des labos avec des blouses blanches et tout ça qui se retrouvent à partir du début des années 90, fin des années 80, dans des réunions internationales en France, au Japon, en Angleterre et tout. Et il y a un concours et celui qui gagne, c'est le MPEG 2 qui est soutenu par Philips et par un labo rennais. C'est à Cesson-Sévigné, le CCETT, qui est le labo qui a co-inventé le Minitel. Et c'est eux qui gagnent, super, youpi. Et sauf que derrière, il y a un labo allemand, l'Institut Fraunhofer, qui dit quand même, nous on a mis beaucoup d'argent dans notre algorithme de compression, on est très triste, et il y a une sorte de truc très politique, très diplomatique. On est au tout début en 91, tout ça. L'Allemagne vient de se réunifier. Et vraiment, c'est pas cool pour les Allemands, c'est pas sympa, c'est pas, on peut pas leur faire ça, ça leur brise leur petit cœur. Et du coup, il y a un dernier round supplémentaire, pas prévu, qui a lieu, et où on dit, bon, ok, on va faire un MPEG 3, mais vraiment
Mettez-y ce que vous voulez, testez des trucs, lâchez-vous, c'est votre moment. Et donc du coup, ils testent des choses. Et dans le MPEG 3, il y a des choses qui étaient encore très, très expérimentales. Donc, ok, on leur donne le MPEG 3, c'est bien gentil, mais c'est le MPEG 2 qui a gagné. Et c'est pour ça que le MPEG 2 est le son du DVD, le son de la radio numérique, tout le son professionnel, c'est le MPEG 2. Et du coup, l'Institut Fraunhofer ne sait pas quoi faire de son MPEG 3 parce que personne n'en veut, parce qu'il y a le MPEG 2. Et donc, il le lâche sur Internet en se disant, on va voir ce qui se passe et peut-être qu'on pourra signer des licences avec des vendeurs d'iPod, des vendeurs de baladeurs numériques, des vendeurs de chaînes hi-fi, etc. Peut-être que si les gens utilisent notre MPEG 3, on pourra vendre des licences de MPEG 3. Et il s'est passé ce qui s'est passé. Il y a tellement d'histoires magnifiques qui commencent comme ça. Je ne savais pas quoi faire alors j'ai lâché sur Internet. J'ai lâché sur Internet, genre oups, voilà. J'aime beaucoup cette histoire. Et donc ça a tout changé, c'est-à-dire qu'à partir du moment où les internautes, les premiers utilisateurs d'Internet, parce qu'on est vraiment au tout début, commencent à découvrir ce format qui certes dégrade la musique, mais permet de faire des compilations, permet de faire circuler un moins de fichiers. Parce qu'avant le MP3, on faisait circuler du wave. C'est-à-dire qu'on passe de 200 mégas pour une chanson à 50, 30 mégas, voire moins, parce qu'à l'époque, on compressait un peu comme des sagouins. Voilà. Et du coup, tout d'un coup, avec les bandes passantes 56K de l'époque et tout, qui faisaient blip blip blip, là, on pouvait faire circuler une chanson entre deux ordinateurs. Alors qu'avant, il fallait les brancher en direct, en gros, pour que ça fonctionne. C'était compliqué. Ça a changé la vie au début d'internautes un peu geeks sur des forums, et puis petit à petit, ça remonte vers le grand public, avec Napster notamment. Avec Napster et le peer-to-peer qui est la véritable explosion du MP3, c'est-à-dire que le moment où finalement la musique existe parce qu'elle se partage entre utilisateurs et très très loin des circuits commerciaux. Et ça, c'est une révolution dingue parce que on sort d'un siècle de musique enregistrée, en gros, hein, le musique enregistrée c'est tout début 20e, on est en termes commercial et tout, et sauf que tout ce siècle, c'est une industrie verticale. C'est des maisons de disques qui payent des musiciens, qui font enregistrer des disques, qui les font fabriquer et qui en plus vendent elles-mêmes les machines qui permettent de lire les disques, que ce soit les lecteurs vinyles ou les lecteurs CD ou cassettes, etc., qui les donnent à des magasins pour les vendre et ils récupèrent l'argent et tout. Mais voilà, tout ça est très vertical. C'est-à-dire que l'auditeur, le consommateur, il se moquait bien de ce qui se passait une fois que le disque était vendu, etc. Il n'y avait aucun pouvoir de la part du consommateur. Après, effectivement, il y a eu les cassettes audio qui permettaient déjà de faire circuler la musique différemment. Il y avait déjà des petites choses comme ça. Mais là, tout d'un coup, c'est l'auditeur qui a le pouvoir et qui a le pouvoir de faire circuler la musique qu'il veut, de proposer la musique qu'il veut, de chercher la musique qu'il veut, de découvrir, etc. On lui donne le pouvoir. Et du coup, ce que je raconte aussi, c'est que ça arrive dans un moment où on sort aussi d'une décennie livré au compact disque, qui était une bulle. Quand on voit les revenus du monde de la musique, ça fait comme ça. Et puis après, boum, ça s'effondre à partir des années 2000. Mais le CD était aussi une bulle complètement délirante. On vendait des disques qui valaient plus rien dans les supermarchés. Vous allez faire votre plein à la station-service, on vous donnait une pile de 5 disques, etc. Enfin, il n'y avait plus de valeur en fait. On avait beaucoup abîmé la valeur de la musique, de l'objet. Et en même temps, l'objet était super cher. Enfin, le début du CD, quand les CD sortaient dans le commerce, c'était plus cher que les vinyles. C'était. Voilà. Et du coup, en même temps, donc ils étaient chers. Après, donc vous l'achetiez quand il sortait, il était cher. 9 mois après, il valait beaucoup moins. Ensuite, 6 mois encore après, on vous revendait le même disque avec 3 morceaux en plus et qui était moins cher que quand vous l'aviez acheté quand il était sorti. Donc quand vous êtes un fan, vous êtes un petit peu dégoûté, il faut acheter les deux. Enfin, ça marchait sur la tête, c'était un non-sens. Et en plus, je me rappelais de ce boîtier cristal, ce qu'ils appellent le boîtier cristal, le boîtier plastique, qui est quand même un tue-l'amour infernal. Moi, je pense que ça a fait plus de mal au monde de la musique que le MP3. Quoi. Il y a vraiment un truc. Enfin, c'est un peu radical, mais c'est bien. C'est un peu radical. Non, mais c'est une façon pour dire qu'on avait que le monde de la musique globalement a oublié dans les années 90 qu'elle vendait de la musique et pas des disques. Et dans les années 90, ils se sont mis à vendre des disques. Et la musique était complètement secondaire. Mais du coup, à partir du moment où avec Napster, vous avez la musique qui circule librement et en fait vous avez un disque qui fait pas envie. Qui va être moins cher dans 6 mois, etc., qui est pas beau, qui va casser, quand vous l'ouvrez, les picots là du milieu, ils sont déjà tout cassés, le disque, pour sortir le livret, il faut l'arracher en deux, enfin, c'était pénible. Tout d'un coup, forcément, le CD, il a plus aucune valeur. En fait, en
En 6 mois, 1 an, le CD a perdu toute sa valeur sentimentale. Et il a fallu recréer l'histoire des années 2000-2010, c'est recréer de la valeur sentimentale pour la musique. On n'y est pas encore. Mais dans l'entre-deux, on a donné du pouvoir, enfin les internautes ont conquis du pouvoir et ont forcé aussi le monde de la musique à avancer, à se poser des questions, à changer, à se transformer, à se moderniser, etc. Donc c'est un bienfait. Et alors on connaît le braquage du monde de la musique quand il y a eu les premiers échanges et ce refus de changer de modèle, de se remettre en question pendant super longtemps. Est-ce qu'aujourd'hui, tu as l'impression que les gens sont sur le bon chemin ? C'est ce que je raconte dans tout le livre. Alors, j'ai vraiment voulu, dans le livre, faire aussi une histoire, rendre quand même aux maisons de disques ce qui doit leur être rendu. C'est-à-dire qu'elles ont, en même temps, il y avait des tensions à l'intérieur même des maisons de disques, bien entendu, comme dans la presse, comme dans le cinéma, comme partout. Le numérique a été un chamboulement tel qu'à l'intérieur même des maisons de disques, il y a des gens qui voulaient y aller, d'autres qui ne voulaient pas y aller, etc. Donc il y a eu des batailles, il y a eu des tentatives, il y a eu des... C'est une question de génération Pas tant. Ces tensions, non ? Pas tant, en fin de compte, parce qu'il y avait des jeunes qui se moquaient d'Internet et des vieux qui voulaient y aller. Enfin, c'était... Mécaniquement, il y a quand même un truc de génération et il a fallu que la génération qui était dans les maisons de disques depuis les années vinyles parte et soit remplacée par des plus jeunes pour que ça bouge, c'est évident. Mais quand même, je raconte l'histoire de e-compile qui était la tentative d'offre légale d'Universal qui a été lancée en 2000-2001, c'est quand même très tôt. Je raconte comment aussi Universal et Sony avaient essayé de lancer une plateforme qui s'appelait Pressplay au moment de Napster. Comment ils ont essayé aussi de nouer des contacts avec Napster pour pourquoi pas. Ce qu'on a un peu oublié et ce qui a été un peu caché à l'époque, c'est que Napster a bien failli signer un contrat avec les majors. Et ça a bien failli se transformer en plateforme de diffusion de la musique et le paysage musical aurait changé. Ce qui est devenu plus tard, en fait. Ce qui est devenu bien plus tard. Du streaming, etc. Mais à l'époque, il y a eu des contacts avec Universal, avec BMG, avec Warner. Et ça a bien failli aboutir quand même et ça aurait pu changer complètement l'histoire de la musique. Et pourquoi ça n'a pas abouti ? D'un côté, parce que les maisons de disques faisaient un peu semblant de discuter quand même. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui voulaient parler avec Napster, et derrière, il y a des gens qui disaient non, mais c'est des moins que rien, c'est des voleurs, faut pas parler avec eux, etc. Donc il y avait une tension interne. Et aussi parce qu'au sein de Napster, Sean Fanning, lui, était plutôt pour aller parler avec les maisons de disques, etc. Et son oncle, qui l'avait aidé à monter Napster et qui possédait 70% des parts de la boîte, était un businessman, et toujours, un businessman vraiment véreux, qui a planté plein d'entreprises, qui a vraiment qui s'est fait rattraper par le fisc après, enfin vraiment quelqu'un de vraiment bizarre. Et lui, il pensait que Napster était la nouvelle industrie de la musique et que du coup il fallait pas discuter avec les... Donc même au sein de Napster, il y a cette tension-là. Donc bref, le bouquin raconte cette zone grise là et qui est très intéressante. C'est-à-dire qu'il n'y a pas les gentils, les méchants, le A, le B. Tout est compliqué, tout est complexe. Et petit à petit, le monde de la musique a évolué. Mais aujourd'hui, alors, ce qui est marrant, c'est qu'on aurait fait la même émission et j'aurais fait le même livre il y a 1 an ou 2. Ils n'étaient pas à fond sur le streaming, quoi. Les majors, c'était streaming, peut-être, ça va peut-être marcher, on ne sait pas trop, on va y aller doucement, mais quand même, vous avez vendu, on a encore des sonneries de téléphone à vous vendre. C'était quand même un petit peu ça encore. Et en fait, il faut que, sur leur feuille de revenus, ils voient que ça dépasse les 50%. Pour qu'ils se disent, ok, on y va, c'est super, j'adore ce que vous faites Deezer, j'adore ce que vous faites Spotify. C'est vraiment, il y a un moment, il y a un switch qui se fait, il y a un truc, et c'est comme ça que cette industrie fonctionne. C'est comme ça où le switch s'est passé aux 50% de revenus ? Non, mais ça s'est passé, c'est comme ça que ça se fait en fait. Et du coup, aujourd'hui, ils voient la courbe du streaming, des abonnements qui montent, etc. Donc ils sont à fond. Mais si ça se réeffondre dans 6 mois, ils vont commencer à dire non mais peut-être qu'il fallait pas y aller, que c'était pas une bonne chose. C'est une industrie conservatrice et qui hésite et qui a peur mais comme le cinéma, comme la presse. Ouais. Comme la presse, on le voit aussi, enfin, dans les médias c'est pareil. Mais aujourd'hui, en même temps, je raconte en partie dans le livre et le livre rejoint. C'est aussi pour ça que je l'ai fait, c'est que le livre raconte tout ce qui s'est passé avant mon travail sur les jours. Et ce que je raconte dans les jours, qui n'est pas forcément dans le livre, ou en tout cas pas aussi développé, c'est que les maisons de disques aujourd'hui sont aussi en train de construire quelque chose d'extrêmement fragile, parce que le streaming redonne beaucoup de pouvoir aux artistes.
de produire leur musique tout seul, de se débrouiller très très seul. Et du coup, les maisons de disques deviennent un peu des distributeurs, des tuyaux, ou alors des conseils en marketing, c'est ce que tu expliques dernièrement dans les jours, notamment avec 2 exemples très français et très caractéristiques qui sont PNL et Jules, qui surcartonnent, qui explosent. Tu racontes un passage qui est absolument hallucinant. Pendant une semaine, PNL a fait 80% des écoutes du top 10 de Spotify, et pendant une semaine, Jules avait fait 50% des écoutes de ce top 10. Et en fait, ils ont accusé les groupes de tricherie, parce qu'ils comprennent tellement pas que c'est possible, et en plus que ce soit des choses qui ne soient pas dans des écuries officielles, en fait, ils ont du mal à comprendre, ils ont du mal à... Ouais, les majors, très clairement, se sont fait dépasser par les auditeurs du streaming déjà, par les chiffres du rap alors, il y a un truc avec le rap qui a rencontré le streaming, il y a un truc générationnel, c'est la bonne musique au bon moment, à une autre époque ça aurait été le disco ou le rock, c'est juste la bonne musique au bon moment, et effectivement c'est une écoute compulsive des gamins qui écoutent PNL en boucle toute la journée, pas que des gamins d'ailleurs, etc. Donc ça fait des chiffres gigantesques, et là les majors ont fait non mais... c'est pas possible, nous on n'y arrive pas, donc c'est pas vrai. Donc c'est de la triche. Moi j'ai aucune preuve, j'ai bossé des mois là-dessus. Alors oui, il y a des faux streams, il y a des achats de streams, il y a des choses qui se passent, mais c'est plutôt des petits artistes qui veulent se faire mousser, qui veulent se rendre visibles, éventuellement signer en maison de disque après. C'est arrivé. Donc c'est plutôt des petits artistes. Mais globalement aujourd'hui, Deezer, Spotify, etc., ils ont des équipes dédiées qui surveillent ça, qui sont capables de voir si un artiste tout d'un coup fait 600 000 streams sur Deezer, mais qu'il ne les fait pas sur Spotify, ou qu'il a 350 followers sur YouTube, qu'il n'est pas sur Facebook, pas sur Instagram, qu'il est nulle part, c'est louche, etc. Et donc c'est plutôt ce genre d'artiste-là. Il n'y a pas de... Moi je ne peux pas aujourd'hui prouver que un gros artiste, genre PNL par exemple, a acheté 3 millions de streams, et même plus, mais c'est même pas 3 millions, parce que PNL, ils ont fait, Niska, là, il y a quelques semaines, donc un artiste Universal pour le coup, a fait 47 millions de streams en une semaine. Oui, puis, sur l'ensemble de son disque. On ne peut pas acheter 47 millions de streams, c'est trop cher. Ça vaut pas le coup. PNL, c'est qu'ils sont cohérents sur toutes les plateformes aussi. C'est les vues sur YouTube, les streams, Et en fait, ça, c'est juste que c'est la nouvelle façon de consommer et les nouveaux chiffres. Et d'ailleurs, toutes les semaines, il y a un artiste qui bat le record de la semaine dernière. Donc c'est juste qu'on est dans un moment, c'est comme à l'époque de MySpace, où toutes les semaines il y avait un artiste qui avait le plus d'écoute. Et toutes les semaines, il y avait un record. Et toutes les semaines, c'était oui, le nouvel artiste MySpace, le nouvel artiste MySpace. C'est juste qu'il y avait de plus en plus de monde sur MySpace, et que mécaniquement, on avait un taux d'adoption gigantesque, et que ça faisait monter les chiffres. Mais du coup, face à ça, les majors se retrouvent à signer des artistes beaucoup plus autonomes, beaucoup plus puissants. Et donc, les contrats sont beaucoup moins à l'avantage des maisons de disques, enfin, notamment des 3 majors qui restent aujourd'hui, sont beaucoup moins à leur avantage, beaucoup plus à l'avantage des artistes. Très bonne chose. C'est aussi pour ça que je dis que la musique s'est libérée aussi, les artistes se sont libérés de des contraintes que les majors pouvaient leur faire peser, enfin, c'est des vieux contrats de l'époque du physique. Et du coup, les majors signent des artistes, mais ne les possèdent plus. En fait, avant, elle possédait, quand elle signait Francis Cabrel, elle possédait à la fin le catalogue de Francis Cabrel. Et du coup, ça, c'est leur poule aux œufs d'or. Les Beatles, Michael Jackson, c'est leur poule aux œufs d'or sur le streaming. Et là, en fait, dans 10 ans, 20 ans, elles n'auront pas le catalogue de Booba, de PNL, de Niska, de tout ça. Et il va falloir qu'elles le rachètent éventuellement. Et elles ont plus cette assise. Et en fait, elles sont beaucoup plus fragiles aujourd'hui qu'elles l'étaient au début du MP3, par exemple. Alors, j'ai juste... finalement, si on regarde les 2 dernières décennies, il y a la première décennie des années 2000, celle dont tu parles finalement beaucoup dans ce livre-là, qui a été la décennie de la résistance au numérique, finalement, de la part des maisons de disques. Et la deuxième décennie, ils ont à peu près accepté le numérique, sauf qu'ils ont essayé de résister au streaming. Et là, en fait, on arrive à la fin de cette décennie-là, et ils acceptent, ils commencent à un peu contraints, certes, mais ce qui est fou, c'est qu'ils sont conservateurs à un point. Je ne dis pas que c'est forcément eux qui sont coupables ou tout ça, mais leur structure même est conservatrice à un point de déni de la réalité. Bah, complètement, parce que c'est leur façon de fonctionner. C'est-à-dire, si je ne suis pas sur ceinture, bretelle, parachute, etc., je n'y vais pas.
Ils ont failli ne pas laisser naître Deezer, ils ont failli tuer Deezer 10 fois avant que Deezer... Et encore, Deezer, c'est fragile aujourd'hui, mais c'est un livre qui est vraiment centré sur la France. Donc c'est pour ça que je parle beaucoup de Deezer dedans, parce que c'est aussi, Deezer est aussi la première plateforme de streaming au monde, il faut aussi le dire. Et en fait, je raconte qu'à l'époque, il y avait Blog Music, qui était ce qui est devenu Deezer, et Radio Blog Club. Alors ça évoquera des choses un peu émouvantes aux gens qui ont vécu cette époque-là. Radio Blog Club, c'était génial, c'était une plateforme où on faisait des playlists, et les morceaux étaient hébergés chez les internautes et on faisait les playlists et on pouvait s'échanger les playlists. Il y avait un petit player qui se baladait de blog en blog. Ouais, c'était formidable. Et du coup, c'était une sorte de peer-to-peer de la playlist complètement décentralisée. Et on trouvait tous les morceaux du monde parce qu'ils étaient hébergés chez les internautes et tout. Et donc, c'était un service de streaming décentralisé où les internautes avaient de la place, pouvaient créer des playlists comme ils voulaient, pouvaient raconter leur histoire de la musique comme ils le voulaient, etc. etc. Je raconte dans le livre que Radio Blog Club était moins... Déjà, le monde de la musique n'avait pas tellement cette décentralisation-là, parce qu'elle aime bien quand même contrôler, savoir où sont les fichiers, qui les contrôle, etc. etc. Et ça a mal fini. Ce que je raconte aussi, c'est que Radio Blog Club était aussi, en termes d'entreprise, moins structuré. C'est un peu l'histoire de Napster. Moins structuré que Deezer, qui est allé chercher Xavier Niel, qui a trouvé un super avocat, etc. Et donc, d'un côté, il y avait Radio Blog Club avec un développeur surdoué et son père. Ça rappelle un petit peu l'épisode de Napster. Et de l'autre côté, un développeur surdoué, Daniel Marelli, un commercial assez doué aussi, Jonathan Benassaya, un super avocat, Xavier Niel derrière. L'un dans l'autre, le monde de la musique a dit on va plutôt miser sur ceux qui ont Xavier Niel derrière. Donc ils ont misé sur Deezer, ils ont laminé Radio Blog Club, ça s'est terminé en cassation, etc. Enfin, ça a été extrêmement violent quand même. Alors que Radio Blog Club était quand même intellectuellement super intéressant et probablement plus intéressant que ce qu'est le streaming aujourd'hui, qui est très centralisé. Et donc ils se sont reportés complètement sur Deezer et là ça a été une guerre d'avocats pour leur imposer un contrat hyper dur avec un minimum garanti donc qui était dû à chaque major, à la SACEM aussi tous les ans, qui était élevé et qui fait que pendant des années, Deezer a perdu il ne pouvait pas investir vraiment dans son développement, c'était très 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 dur. Enfin bref, je vous passe sur toutes les contraintes qui ont été imposées à Deezer. Ce qui est peut-être le plus... Après, c'est quelque part normal que les maisons de disques ou la SACEM défendent leur business, chacun son truc, etc. Mais à aucun moment, ils ont pris leur part de risque. La SACEM davantage, disons-le, a pris davantage de risques. Les maisons de disques n'ont pas pris de risque. Et à aucun moment, en fait, elles n'ont pris le risque de se dire on va co-construire le monde de la musique de demain, parce que si on ne veut pas mourir, il faut qu'on construise le monde de la musique de demain. Non, elles ont vu une start-up qui proposait de construire le monde de la musique de demain. Elles lui ont dit, ok, c'est 3 millions ou 30 millions par an, et c'est tout de suite, et c'est par pays, etc. etc. Et si tu peux faire les vitres aussi, j'aimerais bien, s'il te plaît. Et tu reviens nous voir dans 6 mois, et si ça marche, peut-être que tu nous redonneras de l'argent pour qu'on continue, quoi. Donc vraiment, tout ça a été... le streaming est né un peu malgré le monde de la musique. C'est quand même complètement dingue. Alors tu parles beaucoup de la réponse, de l'histoire de la réponse de l'industrie de la musique au streaming ou MP3, et aussi un peu des politiques. Est-ce que leur évolution a été la même ? Les politiques, je raconte tous les épisodes. Kerwan connaît par cœur, Dapsy, Adopi, Camille aussi. Camille aussi. Oh, mais il est plus vieux. Il se rappelle de Dapsy, Erwan. Bon, ça va. Camille se rappelle d'Adopi, toi tu te rappelles de Dapsy, voire de la LCEN. Donc toutes ces lois européennes, françaises, etc., ces débats infinis. Je pense que la France est le pays où on a le plus débattu et parlé de musique numérique, etc., au Parlement, mais de tous les pays du monde entier. Personne n'a passé autant de temps à s'étriper sur ça. Pourquoi ? Pourquoi aujourd'hui, Alors, ce que je raconte qui est assez marrant, c'est qu'au final, avec le recul, la Hadopi, en tant qu'institution, donc la Hadopi qui est chargée d'envoyer les lettres pour dire aux internautes je t'ai vu télécharger le nouveau Rihanna, arrête ça tout de suite. En fait, ce que je raconte, c'est qu'au début, les maisons de disques, grandes ou petites, parce que globalement, elles étaient
tous assez d'accord dans ces époques-là pour faire tout ça, voulaient que ce soit un système d'amende un peu automatisé, un truc assez violent, assez coercitif. Ça s'est pas passé comme ça parce que les députés ont quand même été assez prudents, ont quand même verrouillé des choses, ont quand même mis des garde-fous dans tout ça. Et avec le recul, la Hadopi a beaucoup plus servi de tampon et à protéger les internautes des intentions des maisons de disques qui, elles, voulaient les tabasser, en gros, c'était un peu ça, et pensaient que l'Hadopi serait leur bras armé pour les tabasser. Et en fait, l'Hadopi a bien résisté et a été construite de façon pas trop stupide et a permis de calmer les ardeurs du monde de la musique pour prendre le temps de discuter avec les internautes qui, à 98%, tous ceux qui se sont fait attraper sont des gens pas super à l'aise avec Internet, qui savaient même pas que le truc qu'ils avaient téléchargé tournait encore en tâche de fond. C'est l'histoire du premier condamné d'Hadopi qui savait pas qu'il y avait qu'il avait un logiciel, c'était Casa, je crois, qui tournait dès qu'il allumait son ordinateur. Il ne le savait pas. Et du coup, il a échangé le même morceau de je sais plus quoi, de Rihanna, je crois, ou un truc comme ça, pendant des mois et des mois et des mois. Il le savait pas. Et du coup, c'est majoritairement des gens comme ça. Ou alors c'est des gamins, etc., etc. Et donc la Hadopi a permis de discuter avec ces gens-là, de leur dire voilà comment ça fonctionne, voilà ce qui se passe, etc. Voilà ce que vous pouvez faire pour éviter que ça se passe à nouveau, et non pas de recevoir tout de suite une amende sans pédagogie. Donc c'est assez intéressant quand même, c'est complexe l'Hadopi. Juste avant de terminer, juste sur un côté un peu prospectif, parce que là tu fais vraiment la base, mais on voit que tu as une enquête sur à peu près toute l'émergence de la musique numérique et comment les institutions de cette même musique ont tenté de résister, n'ont pas résisté, sont forcées de s'adapter. Ça a duré 2 décennies, la 3e, tu la vois comment? C'est une disparition des intermédiaires, elles ont encore un rôle? Parce qu'on voit des petits labels entre guillemets, mais des trucs plus spécialisés qui font des services à la carte aux artistes, comme Believe, mais qui du coup sont plus des prestataires de services plutôt que des géants de l'industrie. C'est la direction. En fait, c'est le cliché de l'uberisation. C'est la même chose, c'est-à-dire que plutôt que d'avoir des gros géants, parce que à l'époque du physique, il fallait être un gros géant parce qu'il fallait fabriquer des disques. C'était de l'industrie, c'est pour ça qu'on appelle ça l'industrie musicale aussi. Il fallait des usines pour fabriquer des disques, il fallait des camions pour les déplacer, etc. Aujourd'hui, il n'y a plus besoin de tout ça. Donc il y a plein de petites structures qui naissent, soit pour distribuer la musique, soit pour... C'est vrai qu'aujourd'hui, si moi j'enregistre de la musique ce soir, demain, pour 9 €, je peux mettre mon morceau sur toutes les plateformes de streaming, de téléchargement, jusqu'au fin fond de la Nouvelle-Zélande, de l'Inde et tout ça, pour 9 € pour 1 an, et je récupère 100% des revenus qui sont générés par ce morceau. Donc, quand on est un artiste, ça pose plein de questions. Pourquoi j'irais voir une major pour faire la même chose? Alors, bien entendu, la major ou n'importe quelle maison de disques peut m'apporter une expérience, un savoir, des compétences, du marketing, des adresses mail, etc., des médias et tout, c'est évident. Mais il y a une désintermédiation qui est en cours. Et il y a aussi ce qui va se passer dans les années à venir, c'est une concentration et une réorganisation des acteurs du streaming. Là, aujourd'hui, il y a plein de moyens acteurs, etc. On est en train de grossir. Il y a quand même Amazon qui arrive à toute blinde. On ne les voit pas venir, mais ils arrivent à toute blinde. Là, ils sont déjà 3e au monde avec leur offre Amazon Music dont on ne parle jamais. Google Music sont costauds aussi en fin de compte. Deezer est en train de descendre. Apple, il plafonne un peu. Spotify, il monte et tout. Donc, il y a des géants mondiaux. Et en fin de compte, ces géants mondiaux-là vont peut-être plus nous poser des questions que les géants mondiaux qui étaient Universal ou Warner ou Sony ou tout ça avant. Parce qu'ils sont en même temps distributeurs. Donc ils sont magasins, etc. Ils sont médias. Ils éditorialisent, ils font des playlists. Quand vous rentrez dans une playlist, dans une grosse playlist sur Deezer ou sur Apple Music, les taux d'écoute, ça monte, c'est une ligne droite comme ça. Et ils sont aussi, pourquoi pas, producteurs de musique. Ils ont cette velléité-là sur les musiques d'ambiance, à aller produire de la musique, peut-être que les artistes vont signer directement avec Spotify. Enfin, il y aura un tome 2, allez, je reviendrai pour le tome 2. Ouais. Non, parce que le mec, il me marque attention à l'heure, point d'exclamation, discrètement sur la feuille. D'accord. Après, il pose des questions. Le mieux, en fait, c'est d'acheter le livre, de lire le livre, et après de s'abonner au jour pour lire toute la fête du stream. On va faire ça. Voilà. Parce que la fête du stream, c'est 3 saisons. 3 saisons d'articles. La 3e saison vient de commencer. D'articles. Donc la fête du stream raconte
la mutation du streaming. D'accord. Et le livre raconte l'avant. Je l'ai un peu fait façon Star Wars en fait. Là, c'est les épisodes. C'est les épisodes 1, 2, 3, 4 en fait. Ouais. Voilà. Donc Boulevard du Stream, ça s'appelle. Ouais. Je déteste rappeler le... Enfin, il faut le faire, hein, parce que c'est important de savoir le nom du livre, mais je déteste le rappeler en fin d'émission, après l'avoir dit déjà 2 fois en début d'émission. J'ai l'impression d'être truqué. Faire de la promo. C'est horrible, désagréable. c'est sale. C'est sale. Ouais, mais là, c'est pour une bonne chose. Oui, voilà. Bon, de toute façon, tu reviendras. Ouais, avec plaisir. Merci Sofian. Merci à vous. On va regarder des poils et puis ça sera fini. Sofian, t'as attendu que la caméra ne tourne plus pour faire une blague à base de on va regarder les poils de mes bras, mais non, on va pas regarder les poils de tes bras. On va regarder un chaton surexcité dans un saladier. C'est court mais efficace. C'est une vidéo Instagram de Cathy Blouin. Et puis nous, on se retrouve la semaine prochaine. Au revoir. Ciao. Au revoir.